Bonjour à vous voyageurs. Les phénomènes de hantise ne sont pas rares, ils concernent généralement une maison ou une famille en particulier. Mais le cas dont je vais vous parler aujourd'hui m'a particulièrement interpellée, car en fait il concerne une ville en entier et surtout se déroule sur plusieurs siècles. Je vous avoue que je n'aurais jamais imaginé qu'un seul endroit puisse susciter autant de catastrophes, de phénomènes étranges, voire même des épidémies de folie. Aujourd'hui, nous partons dans le Connecticut à la découverte de Dudley Town, une ville qui n'en est pas vraiment une, mais est considérée comme la plus hantée de tous les États-Unis. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si le sujet vous intéresse, vous savez quoi faire, et c'est parti. En 1740, l'Amérique était encore une terre d'immigration que plusieurs nations se partageaient comme un territoire conquis. Les premières universités commençaient à apparaître et avec Benjamin Franklin, ce qui sera bientôt les États-Unis d'Amérique, avaient leurs premiers savants connus internationalement. Nous sommes en fait à quelques années de la véritable création du pays qui se fera en 1777. En ces temps de bouleversement politique, tout était encore possible. Et c'est dans cette configuration politique que Thomas Griffiths décida d'aller s'installer dans un coin reculé du Connecticut. Le lieu en question est situé à une centaine de kilomètres du nord-est de New York, ce qui est actuellement New York. Et l'endroit est décrit comme particulièrement sombre, car en fait entouré de 3 collines, ce qui fait qu'en fait la lumière du soleil n'y arrive pas beaucoup. Thomas pose son sac et il regarde aux alentours. Il se dit « ça fera l'affaire pour la nuit ». Finalement, il y restera une dizaine d'années, s'accommodant en fait de cette terre assez aride et puis surtout de la pénombre présente en permanence, ce qui vaudra au lieu d'ailleurs le nom de Dark Entry Forest, ce qui veut dire l'entrée sombre de la forêt. Thomas Griffiths vit seul. Il passe ses journées à chercher du bois pour créer sa maison et la chauffer. Il pêche aussi dans la rivière qui est située non loin et qui s'appelle la rivière Housatonic. À vrai dire, il se débrouille pour survivre comme il peut. Mais un soir de 1753, il voit arriver 3 personnes. Thomas n'a vu quasiment personne depuis 10 ans. Les Dudley, à vrai dire, ne lui inspirent rien de bon. Ils ont l'air de fuyards, ils ont l'air inquiets, ils ne sont pas très avenants, et pourtant lui aussi se souvient être un jour arrivé sur ces terres et avoir cherché un endroit pour se poser, au moins pour la nuit. Il hausse les épaules, leur indique un coin de forêt et se retourne pour continuer à vaquer à ses occupations. Il est temps pour lui d'allumer le feu pour la nuit. Et puis Thomas, qui est installé là depuis une dizaine d'années, a réussi à acheter cette forêt, en tout cas une parcelle de cette forêt. Et il se dit que la rente tirée de la potentielle installation des Dudley lui assurera un petit revenu qui pourra, qui sait, lui permettre de s'extraire de cet endroit sombre et dans lequel il a bien du mal à installer une vie correcte. Les Dudley vont s'installer à la va-vite. Dans les jours qui suivent, ils ont déjà monté un petit campement. Il semble qu'ils étaient pressés de s'installer et de retrouver le confort qui leur manquait. Ce qu'à ce moment personne ne sait encore, c'est qu'ils vont sceller le destin de ces terres. Ils vont apporter leur propre malédiction à un territoire qui aurait déjà peut-être été maudit et hanté. Thomas Griffiths, quant à lui, ne restera pas. Non seulement l'atmosphère était devenue pesante avec l'arrivée de la famille Dudley, mais en plus, effectivement, le petit loyer qu'il lui paye lui permet d'aller s'installer à la ville non loin. Et la famille Dudley sera effectivement bientôt rejointe par 2 autres membres de la famille, 2 frères de Gideon, le père. L'endroit, bien qu'il ne fût jamais considéré ou en tout cas enregistré comme une ville, sera une forme de campement qui s'appellera très bientôt
Dudley Town, ce qui veut dire la ville de Dudley, et d'autres familles vont arriver pour habiter cette sorte de campement. L'ambiance sur place était vraiment étrange. Si ce n'est qu'un des frères de Gédéon épousa la propre fille de Gédéon, donc sa nièce, la pénombre régnait même à midi dans cet endroit reculé. Il était quasiment impossible de cultiver quoi que ce soit, par le manque de soleil, mais aussi car le sol était extrêmement caillouteux. Alors, qu'est-ce qui a poussé les familles suivantes à venir s'installer? Il y eut les Jones, les Patterson, les Dibbles, les Porters, qui bientôt vinrent se rajouter à cette sorte de ville improvisée. Et puis dans cet endroit étrange, que dire de la malédiction des Dudley? Il y aurait une malédiction qui aurait été lancée depuis plus de 150 ans sur leur famille lorsqu'ils arrivent sur place. Cette malédiction est parfois controversée, mais parlons-en quand même car cela pourrait expliquer un peu la suite des événements. En fait, en 1510, Edmund Dudley fut condamné et sa tête fut enlevée pour avoir conspiré contre le roi Henri VIII. C'est à ce moment qu'une supposée malédiction aurait été jetée sur sa famille. Et cette malédiction stipulait tout particulièrement que tous ses descendants seraient maudits, et donc entourés d'horreur et de mort. On peut vraiment se demander si c'était vrai à la lumière des événements qui vont suivre. Car effectivement, les descendants des Dudley ont connu une série de mésaventures, pour le moins, qui semblent les avoir suivis jusqu'au campement dont nous parlons aujourd'hui. Le fils d'Edmund, celui donc qui avait conspiré contre le roi, tenta à son tour de détrôner le roi suivant qui s'appelait Édouard VI, mais de façon identique, il laissa la vie. Son autre fils revint de France en tant que militaire avec une peste qui décima toutes ses troupes. Cette maladie décima un grand nombre d'officiers britanniques et se propagea dans tout le pays, faisant des milliers de victimes. C'est un de ses petits-fils, donc à Edmund, le tout premier qui aurait été maudit, qui a décidé de quitter l'Angleterre pour aller rejoindre les États-Unis. Ce petit-fils s'appelait Robert et il eut lui-même un petit-fils nommé William. C'est ce fameux William qui s'installa dans le Connecticut. Ses descendants ne sont autres que Abiel, Barzillai et Gideon, donc la famille qui s'est installée dans ce coin particulier du Connecticut qui est appelé Dudleytown. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé dans cet endroit pour que l'on parle à ce point de la malédiction ayant potentiellement suivi la famille Dudley? Comme je vous l'ai dit, à la base, ce ne fut jamais une ville, bien que le nom Dudleytown veuille dire ville Dudley. Mais c'est évidemment un nom qui a été donné en référence à la famille qui est venue s'y installer. Je vous ai décrit le terrain, il était absolument impossible de cultiver quoi que ce soit sur place. Les personnes établies à Dudleytown firent donc commerce du bois, puisqu'il y avait énormément d'arbres et de bois. Ce bois, ils devaient le couper et le transporter sur de très très longues distances jusqu'à la ville non loin pour en faire commerce. Et il faut dire que sur place, c'est certainement la raison d'ailleurs pour laquelle cela n'a jamais été enregistré officiellement comme une ville, il n'y eut jamais ni de mairie, ni d'église, ni de magasin. C'est vraiment resté une sorte de campement en fait. Les membres de la communauté présente devaient faire des allers-retours exténuants jusqu'à la ville la plus proche pour accéder à toutes les commodités. Aux environs de 1760, soit 7 ans après l'arrivée de la famille Dudley sur place, une épidémie de peste toucha la communauté. Une partie de la famille Carter, qui venait juste d'arriver, fut décimée. Et puis, un peu plus tard, l'un des meilleurs amis de Abiel, donc un des fondateurs de la ville, on va l'appeler la ville parce que je ne vais pas dire campement à chaque fois, ce meilleur ami fut tué lors de l'effondrement de la grange qu'il était en train de construire pour Abiel justement. C'était en 1962 et il s'appelait Gerson Hollister.
Quant à William Tanner, l'un des voisins de Abiel et aussi un de ses amis proches, il devint sénile et il commença à raconter que des créatures étranges vivaient dans les bois, rôdaient dans la ville et faisaient peur à tout le monde. C'est donc la première évocation d'un phénomène de hantise, si ce n'est la série étrange d'accidents qui avait touché une aussi petite communauté. Je crois qu'il y avait entre 5 et 6 familles sur place. Cela faisait beaucoup de morts dans des circonstances certes compréhensibles, mais cela faisait quand même un faisceau d'accidents assez angoissant. Cela faisait au moment où ces bêtes dans les bois ont commencé à être évoquées, 50 ans que la famille Dudley était sur place. Mais à ce moment-là, ce n'était finalement que le début des événements étranges. Je vous ai parlé des Carter, cette famille dont une partie avait été décimée par la peste peu après leur arrivée à Dudleytown. Ils étaient partis peut-être effrayés par cette malédiction et notamment aussi parce qu'ils avaient vécu dans la maison de Abiel Dudley, le fameux membre d'une des familles fondatrices. Eh bien écoutez, il faut croire que la malédiction les a suivis puisque ils ont été s'installer sur un territoire indien, ce n'était pas rare à l'époque, mais en fait Nathaniel, celui qui est parti, sa femme et leur enfant en bas âge ont été massacrés par des natifs qui étaient là-bas. Les 3 autres enfants des Carter furent enlevés et emmenés au Canada, où 2 filles furent libérées contre rançon. Quant au fils David Carter qui restait, il resta donc avec ses ravisseurs et il épousa une jeune femme indienne. Tout porte à croire que la malédiction de Dudleytown et de la famille Dudley les a suivis même lorsqu'ils ont quitté la ville. En 1804, la femme du général Herman Swift, qui vivait à Dudleytown, fut touchée par la foudre alors qu'elle se trouvait sur le porche en fait de sa maison. Le général devint complètement fou à la suite du décès de sa femme, et là encore la malédiction touchant ces terres fut remise en lumière. Et concernant cette malédiction qui serait celle de la famille Dudley, à ce moment-là de l'histoire, il faut parler d'autre chose concernant la terre en elle-même sur laquelle la ville a été installée. Je vous l'ai dit, l'histoire de la malédiction des Dudley aurait été par la suite remise en question, soi-disant débunkée, puisque en fait le lien entre les Dudley qui auraient conspiré contre le roi et la famille sur laquelle aurait été mise la malédiction a été par la suite par des généalogistes remise en question. Mais dans le doute, si ce n'est pas exactement la même famille, que dire de la possibilité que la terre en elle-même, avant même l'arrivée de cette famille, ait été maudite. En fait, on dit que l'endroit où ils ont installé Dudleytown était auparavant un cimetière Mohawk. Les Mohawks, c'est une tribu d'Indiens natifs d'Amérique, et d'ailleurs non loin de la ville se trouve le parc national d'État de la forêt de Mohawk. Donc ce n'est pas une légende, c'était un territoire Mohawk, ça c'est connu et documenté. Et ce n'est pas la première fois sur cette chaîne que nous évoquons la possibilité que des terres ayant appartenu ou ayant servi notamment de cimetière pour des Indiens natifs des États-Unis soient maudites et où il s'y passe des choses étranges. Je vous propose de regarder la vidéo sur la bête de Bray Road si le sujet vous intéresse. On parle là aussi d'un endroit qui pourrait être maudit, hanté par des créatures qui seraient sur place suite au passage des Indiens natifs des États-Unis. Et donc, c'est déjà le genre de lieu qui est réputé pour être hanté, maudit et interdit dans beaucoup d'histoires surnaturelles. Et puis si vous pensiez que l'histoire était finie, non, ça continue. La ville, ou plutôt le campement, fut déserté en fait au fur et à mesure. Alors notamment, car je l'ai expliqué plusieurs fois, les conditions de vie sur place étaient difficiles, pas de lumière, impossibilité de
faire de l'agriculture, de faire sa propre nourriture sur place. De plus, aucun magasin, aucune église n'avait été construite. Donc tout ça, ça rendait la ville très difficile à vivre. Mais de plus, les conditions de transport du bois, puisque ce bois, il fallait bien le déplacer jusqu'à la ville la plus proche, étaient extrêmement compliquées. Et au fur et à mesure, les industries minières qui étaient non loin déclinèrent, et en fait, ils n'avaient plus besoin de bois, puisque l'on s'en servait aussi du bois pour faire du charbon pour les industries minières. Mais attendez, si on parle d'industrie minière, ça veut dire qu'il y a quelque chose à miner. Alors, en fait, il serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'elles minent, ces industries. Du coup, j'ai cherché un peu autour de cette information. Donc, j'ai trouvé effectivement que Dudley Town avait survécu pendant longtemps en vendant son bois transformé en charbon pour ses industries. Mais du coup, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'ils minaient sur place. Et j'ai trouvé que le territoire, donc je vais citer, contenait de fortes concentrations de fer et autres minéraux. Là, c'est une information que je trouve hyper intéressante à plusieurs niveaux. Alors d'abord, vous le savez, j'ai souvent parlé de cristaux, de minéraux, de minéralogie sur cette chaîne, c'est un sujet qui m'intéresse. Et en fait, j'ai aussi souvent remarqué que la présence de ces cristaux, de ces minéraux, étaient souvent liés à des énergies étranges. Et là, je parle bien de la Terre en elle-même, du territoire, quelque part géochimique. Du coup, je me suis demandé si la présence de ces minéraux dans la Terre ne pouvait pas avoir un lien avec les éléments surnaturels étranges que l'on rencontre sur place, donc à Dudley Town. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Si le sujet vous intéresse ou que vous voulez approfondir, allez voir ma vidéo sur la mine de Coober Pedy, ici en Australie, où on a là aussi des phénomènes étranges liés à la présence de mines. Mais ce sont bien évidemment pas les mines en elles-mêmes qui seraient à remettre en question, bien que ce soit dans certains cas des endroits assez flippants, mais bien la présence de minéraux dans le sol. Et si ma théorie vous semble un peu capillotractée, c'est-à-dire tirée par les cheveux, je rappelle qu'en fait, je vous en ai parlé tout au début lorsqu'on a parlé de Thomas Griffiths, le premier à s'être installé à Dudley Town, qu'il y avait une rivière. Cette rivière était donc extrêmement importante et certainement une condition sine qua non de l'installation d'un campement à cet endroit, puisqu'en fait, il faut pouvoir boire. Et si l'eau avait été contaminée par quelque chose? Il est possible que du métal, et notamment du plomb, ait été présent dans l'eau et a mené à un empoisonnement des êtres humains, des animaux, mais finalement de toutes les terres alentours. Alors, la possibilité d'empoisonnement, ça, on en a déjà parlé aussi. J'ai fait un encart assez conséquent dans ma vidéo sur le Skinwalker Ranch, que vous pouvez aller voir ici. Et moi, je crois que c'est une vraie piste à suivre. Alors, je vous ai parlé du plomb. Le plomb ingéré à long terme est extrêmement dangereux. Il crée une maladie qui s'appelle le saturnisme et il est dangereux notamment pour les femmes enceintes et les bébés, mais pour toute personne qui en ingère pendant très longtemps, même en extrêmement petite quantité. Mais il n'y a pas que le plomb, en fait, qui est dangereux. J'ai pas trouvé du coup de source exacte qui affirme que du plomb était dans les terres de cet endroit, mais en général quand il y a des minéraux, il y a plusieurs minéraux qui cohabitent. On ne trouve jamais un seul minéral, un seul composé chimique sur place. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas que le plomb qui est dangereux, il y a énormément d'autres composés ressemblant à des minéraux de type fer ou cristaux qui peuvent se trouver sur place et être source d'empoisonnement. Il y a par exemple la crocidolite qui est un des minéraux les plus dangereux du monde. On appelle ça l'amiante bleue. Il y a l'hydroapatite qui pétrifie en fait les valves cardiaques. Il y a l'érionite, la phénacite, la fluorite, la cinabre, ce sont aussi des minéraux toxiques. On a tendance à l'oublier. Si vous avez vu dans certains magasins, j'étais un peu outrée connaissant les minéraux, quand ils ont commencé à sortir des gourdes avec de l'eau soi-disant magnétisée par des cristaux, par des minéraux. Alors c'est très joli, c'est très élégant, c'est très
c'est très New Age en fait de mettre des minéraux dans de l'eau en pensant que ça magnétise l'eau. Alors ça la magnétise peut-être, mais dans certains cas, cela peut s'avérer fatal en fait. Ces minéraux sont peut-être dans certains cas extrêmement jolis, mais ils peuvent être extrêmement dangereux, non seulement de par la composition même, puisque je vous le dis, il y en a certains qui sont des poisons, alors que le cinabre notamment, mais il y a aussi le quartz en lui-même peut être dangereux. Il y a aussi évidemment de la présence de soufre, de plomb dans certains minéraux, donc c'est extrêmement dangereux, et il n'y a pas que le minéral en lui-même qui peut être dangereux, mais il y a aussi les conditions d'extraction, parfois pour extraire des minéraux, des cristaux, on utilise des explosifs et des produits chimiques extrêmement dangereux. Cela mis en contact avec de l'eau qui est ingérée sur le long terme, cela peut mener à des choses assez dangereuses, des crises de folie, voire parfois être mortelles. Parler du plomb ou de la pyrite, la galène notamment contient du plomb, on s'en est servi pendant un moment comme composant électronique, et puis il y a la pyrite qui contient du soufre. Et pourtant, quand on la voit, ça n'a pas l'air absolument d'être jaune, l'image traditionnelle du soufre telle qu'on l'imagine. Et si je précise la possibilité d'empoisonnement sur place, c'est parce qu'il y a encore la suite des événements. Et non, c'est pas fini. À la fin des années 1800, donc presque en 1900, la femme de John Patrick Brophy, qui était l'un des derniers habitants de Dudleytown, décéda de la tuberculose. Alors, à l'époque, ce n'était pas très rare, malheureusement. Mais par la suite, les deux enfants s'enfuirent dans la forêt et on ne les revit tout simplement jamais. On a bien sûr essayé de l'expliquer rationnellement, disant qu'ils avaient été accusés de vol par des personnes de la ville non loin. Bon, les enfants s'enfuient, bien sûr ce n'est pas de la folie, mais peu après, la maison des Brophy finit par disparaître dans les flammes. Et au final, c'est John Patrick, le père, qui partit dans la forêt et disparut à son tour à tout jamais. Est-il possible qu'ils étaient devenus fous à cause de l'eau contaminée ? Est-il possible que cette eau contaminée ait aussi, entamé les défenses immunitaires des gens présents sur place, parce que ça commence à faire un historique de maladies ayant tué des gens dans une aussi petite communauté qui est assez impressionnante. Et que dire du cas suivant, puisqu'en 1920, un docteur spécialisé et reconnu, qui s'appelait le docteur William Clark, acquit une maison de vacances à Dudleytown, et alors qu'il était dans cette maison de vacances, il fut appelé en urgence à New York sur une urgence médicale. Donc, puisque je vous l'ai dit, c'était à une centaine de kilomètres au nord-est de New York. Sa femme resta sur place pour l'attendre dans leur maison de vacances. Quand il revint, sa femme était devenue totalement démente. On dit qu'elle était folle. Et elle parlait de créatures venues des bois et qui la hantaient. Cette créature aurait surgi des bois et l'aurait attaquée. La femme de ce médecin reconnu finit ses jours dans un asile psychiatrique. Du coup, ce qui rend Dudleytown vraiment étrange et fascinante, c'est cette convergence en fait d'événements qui s'y sont passés entre les épidémies, les cas de folie, de sénilité, la présence de bêtes dans les bois, l'histoire sur cette malédiction, la présence peut-être de minéraux toxiques sur place. C'est un endroit qui fait converger des éléments étranges et surnaturels de façon assez significative et qui pose, à mon goût, vraiment extrêmement question. Et de nombreuses personnes se demandent si cette terre est maudite. J'ai oublié de mentionner dans la liste précédente que c'était précédemment un cimetière Mohawk. Alors, il y a énormément de personnes qui se sont penchées sur Dudleytown, beaucoup de personnes voulant, comme toujours, débunker les histoires, et ils ont raison, car dans certains cas, il faut savoir faire la part des choses entre la réalité et la fiction, les explications, on va dire, scientifiques, traditionnelles, et le versant paranormal de ces terres. Mais, en soi,
Le fait qu'autant de choses convergent, c'est déjà particulièrement exceptionnel et cela en fait un endroit surnaturel à de nombreux titres. Effectivement, on peut évoquer le hasard, la loi des séries, la malchance quelque part en fait, mais franchement, autant de morts et de phénomènes bizarres, suspects sur un seul territoire, c'est peu commun. Et puis on peut aussi se dire que tout ça a été amplifié, enfin répété, déformé, amplifié par les personnes qui en entendirent parler, ou même peut-être par les personnes qui venaient sur place et qui avaient entendu parler de cette malédiction. Elles avaient peur, et le reste, la peur enchaînant en fait une succession d'événements qui peuvent aller de la folie, l'hallucination, des crises de paranoïa. Ça peut exister. Et ces légendes ont continué à persister à tel point qu'aujourd'hui, la ville est fermée. Elle est interdite au public. Les autorités sur place mettent en garde, disent qu'il y a des amendes qui vont être données et qu'il y a des gens, des policiers ou en tout cas des gardes qui patrouillent sur place pour dissuader les visiteurs de venir voir ce qui est considéré comme la ville la plus hantée des États-Unis. Et cela s'explique par le fait que le site a été de nombreuses fois visité et même vandalisé. Il n'en resterait quasiment rien aujourd'hui. À partir de la moitié du XXe siècle, de nombreux chercheurs de mystères et des férus de paranormal se sont rendus sur place. Il y eut notamment le fameux couple Ed et Lorraine Warrens. En fait, Ed et Lorraine Warrens étaient des personnes qui étudiaient le paranormal. Ils se disaient parapsychologues, en fait, et surtout chasseurs de démons. Ils se seraient rendus à Dudleytown pour un épisode spécial Halloween, puisqu'ils avaient leur propre émission de télé ou de radio, je crois. Et évidemment, ils ont dit en allant sur place que l'endroit était démoniaque. C'était dans les années 1970. Les Warrens avaient déjà à leur compte des milliers de cas d'études de surnaturel, de paranormal et de phénomènes de hantise qu'ils, eux, disent démoniaques, et cela a énormément joué sur la réputation du lieu. Les visiteurs ont afflué, les amateurs de Rurbex, c'est-à-dire d'Urbex à la campagne bien sûr, les chasseurs de fantômes, les parapsychologues, chasseurs de démons en tout genre, ainsi que des personnes qui disent révérer aussi ces fameux démons et auraient fait là-bas des rituels, des cérémonies étranges, qu'on appelle noires, dark, sombres. Bref, l'endroit est devenu soudainement une sorte de vortex d'énergie négative. Alors si elle n'était pas maudite avant, la ville l'est peut-être depuis. Et puis vous connaissez tous aussi le fameux film Projet Blair Witch qui a poussé énormément de personnes à partir avec leur petite caméra se faire peur dans les bois. Tout cela a joué énormément sur le fait que désormais Dudleytown, cette ville qui n'en a jamais été une, est complètement interdite au public. Et d'ailleurs, en parlant du projet Blair Witch, c'est exactement l'esthétique qu'on peut imaginer lorsque on parle de Dudleytown, c'est-à-dire que c'est lugubre, abandonné, dans la pénombre, hanté. Bref, cet endroit est assez étrange et surnaturel pour le moins. C'est un des cas de ville interdite d'accès. Je l'ai trouvé en faisant des recherches sur la vidéo précédente sur Mesgorier. Si le sujet des villes interdites et fermées vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir là-bas. Si les Mohawks avaient maudit cette terre pour qu'elle reste tranquille, ils ont en tout cas certainement réussi, puisque aujourd'hui plus personne n'a le droit d'y entrer. Et si la malédiction portée par la famille Dudley est restée sur place, c'est certainement aussi une bonne chose que plus personne ne puisse y aller et s'y installer. Enfin, si des minéraux toxiques sont à l'origine des diverses intoxications, des crises de folie, de paranoïa et de visions sur ces lieux, c'est enfin encore une autre très bonne raison pour que ce territoire ne soit plus accessible. En tout cas, quelles que soient les définitions et les explications que l'on veuille plaquer sur Dudleytown, c'est la plus
pure définition de ce que l'on appelle un endroit maudit. C'est pourquoi je voulais aujourd'hui absolument vous parler de cet endroit. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la malédiction a suivi les Dudley ou est-ce qu'il faut laisser de côté? Est-ce que c'est encore une fois de plus une terre maudite par les Indiens natifs d'Amérique? Est-ce qu'il est possible que des minéraux toxiques aient empoisonné l'eau et donc aient rendu les gens fous ou à défaut leur aient donné des crises de délire? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Dudley Town? Ou alors, c'est tout simplement la faute à pas de chance. Qui sait? Quoi qu'il en soit, si cette histoire vous a plu, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous prenez le bouton like et vous essayez de l'emmener jusqu'à Dudley Town et à le déposer sans vous faire repérer par la police, ou alors vous consultez les playlists que je vous mets en écran de fin pour vous laisser hanter par d'autres histoires surnaturelles. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Ciao! Elle roule seule sous le ciel sans fin, dans son camion chargé de dessins, des cartes anciennes, des mots effacés.